Alors, ce Tout que je à propose de fait. démarrer, je vais peut-être commencer par me présenter rapidement. Je sais qu'il y a un slide où je me présente. Donc, je suis Olivier Harlé je sais qu'il y a certains participants qui me connaissent déjà. Donc, je suis associé chez Focus Tribes. Donc, on va expliquer un petit peu ce qu'on fait dans les slides suivants. Et j'ai la particularité d'être consultant indépendant depuis une quinzaine d'années. Et plus particulièrement depuis maintenant plusieurs projets sur le flux P2P, Procure to Pay. Et actuellement, là, je termine une mission où on a beaucoup travaillé sur une mise en place de SAP S/4HANA, où il y avait un sujet tout particulier autour de l'automatisation pardon, de la saisie des factures fournisseurs. D'où l'idée de faire ce webinaire pour partager un petit peu l'expérience et voilà, pour expliquer ce qui peut être fait et aller au-delà. Justement, je ne veux pas cloisonner le sujet à de l'expertise technique, c'est vraiment aussi aller plus loin, beaucoup plus loin même que l'expertise technique sur les enjeux et les freins qu'on doit lever pour réussir ce type de projet. On va passer quelques slides pour nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Focus Tribes, on est le label qualité du conseil freelance. Allez, on va dire, listé, identifié plus de 1000 consultants à l'heure actuelle que nous accréditons aussi bien en France qu'en Espagne, qui sont nos deux principaux marchés. Des consultants freelance que nous plaçons ou auxquels nous proposons des missions dans des grands groupes ou dans des ETI. Donc, vous pouvez voir la liste des clients qui nous font confiance en bas. Donc, Danone, Imeris, Engie, Kering, PepsiCo, Coty et j'en passe. Nous, vraiment, notre rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre le client qui a un besoin et le consultant qui cherche une mission et faire le bon match. Voilà, donc nos consultants, donc, je vois Anne fait partie de notre communauté qui est dans le call, sont identifiés par cooptation, soit cooptation de clients, qui nous indiquent des clients avec des consultants pardon, avec lesquels ils ont eu du plaisir à travailler et surtout pour lesquels les choses se sont bien passées, et bien sûr nos consultants qui nous réfèrent d'autres pairs. On a un système d'accréditation où on passe au cours de 2 entretiens, si mes souvenirs sont bons, on vérifie le profil du candidat pour garantir une homogénéité et, au niveau de notre pool de consultants. Pour la plupart, nos consultants sont issus des grands cabinets, pas exclusivement, mais pour la plupart, oui, et ont une double compétence bien souvent fonctionnelle et IT. Pour adresser des missions, on les a mis en 4 gros blocs: conseil en management, transfo digital, BI, data, durabilité. On peut faire notamment des missions, alors je ne vais pas tout lister, mais vous voyez un petit peu des sujets de carve-in, carve-out, mise en place de nouvelles organisations, conseil en transfo, que ce soit IT ou métier, alors finance, supply chain. On a, comme moi, là actuellement, je termine une mission où j'ai plus mis en œuvre une expertise à la fois métier et ERP on a plusieurs sujets actuellement de rollout S/4HANA, SAP S/4HANA. Voilà, je pense que c'est des sujets qui sont assez courants. Tout un bloc autour de la BI et de la data et un nouveau pilier dans notre offre autour de la durabilité des consultants, autour de tout ce qui est CSR, avec toutes les, j'allais dire contraintes, non, ce n'est pas des contraintes, avec toutes les réglementations qui arrivent et notamment les impacts en termes de reporting, etc. Donc, voilà notre métier. Voilà une belle photo de moi-même. Donc, je suis associé donc chez Focus Tribes, c'est-à-dire que je participe au développement du cabinet et en plus, je travaille en mission sur mon domaine de prédilection en tant que consultant indépendant. Et aujourd'hui, moi, je vous propose du coup de discuter ensemble de l'automatisation de la saisie des factures fournisseurs. Sujet qui peut sembler un petit peu pointu, voire obscur, mais en fait, c'est un sujet qui ouvre, je trouve, beaucoup de portes. Ce que je vais proposer, c'est dans un premier temps de se mettre d'accord sur la définition, et on va voir qu'il y en a plusieurs, donc ça sera intéressant de voir de quoi on parle. De lister un petit peu les obstacles qu'il faut lever dans ce genre d'initiative et en conclusion, l'importance d'avoir une approche transversale sur ce type de sujet. Où on a peut-être trop souvent, alors je ne vais pas en parler tout de suite,
trop souvent tendance à mettre ce sujet sur le service IT. En fait, il y a d'autres services qui doivent être concernés. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet, moi, ce que je constate, c'est que c'est un indicateur qu'on aime bien en interne. On aime bien, peut-être pour se donner confiance ou je ne sais pas, utiliser cet indicateur pour valoriser ou mettre en avant la performance du service, soit compte à four, soit P2P dans son ensemble. Et c'est souvent utilisé cet indicateur dans les exercices de benchmark ou des comparaisons qu'on peut faire entre pairs, ou même quand on fait des événements, ça fait partie des sujets où certains mettent en avant ces indicateurs. Et en fait, quand on creuse, parce que mon métier, c'est de creuser forcément, on se rend compte que la définition que chacun va mettre derrière la saisie automatique des factures, auto-posting, auto-matching, rapprochement automatique, donc déjà, le vocabulaire va varier. Ce qui va être important, donc il y a une notion quand même primordiale, c'est l'absence d'intervention humaine. Donc on va avoir l'automatisation du process. Mais là où ça va diverger énormément, ça va être sur la partie du flux qu'on va considérer. Est-ce qu'on va partir du flux end-to-end, de quoi on va parler, ou est-ce qu'on va parler seulement d'une partie du flux? À titre d'exemple, j'ai déjà entendu des définitions qui se bornaient à saisie automatique de la facture va être le rapprochement de la facture à une commande. D'autres vont considérer uniquement les factures qui sont rapprochées avec une commande et comptabilisées en comptabilité bonne à payer. D'autres vont avoir, selon les ERP, des problématiques qui vont être autour du parking des factures, etc. Donc, il va être important, ça va être plus pour vous-même dans vos organisations de définir, de convenir en interne une définition claire. Et lorsque vous êtes dans des exercices de benchmark, ne pas prendre peur lorsque certains vous parler d'indicateurs qui vont être très, très élevés, parce que en fait, bien souvent, quand on creuse, on voit que derrière, on ne parle pas forcément toujours la même chose. Et parfois même, on enlève de la base de calcul certains flux parce qu'ils ne sont pas éligibles. Donc, peu importe, le point n'est pas d'être bon sur un exercice de benchmark, mais en tout cas, l'exercice, ce qui est important, c'est de convenir en interne avant de lancer une initiative de ce type-là, avant de communiquer dessus, se mettre d'accord sur la définition de votre société. Moi, ce que je recommande, alors après, c'est lorsque l'initiative de ce type-là est déjà activée dans une entreprise ou dans un groupe, ma recommandation actuellement, c'est le benchmark, c'est bien. On nous en demande beaucoup, nous, en tant que consultants, comment font d'autres clients, comment ça se passe ailleurs, etc. Et même, il y a beaucoup d'études qui sont publiées et c'est vraiment intéressant. Pour moi, le meilleur benchmark qu'on peut faire quand on peut se le permettre, c'est de faire un benchmark en interne. Quand on a plusieurs entités qui sont sur les mêmes solutions, c'est déjà intéressant de pouvoir se comparer en interne pour voir, déjà lever certains freins qui ne seraient pas technologiques. Voilà. Donc déjà, se comparer entre sociétés d'un même groupe, ça peut être intéressant. Et si possible, aller au-delà et comparer avec des sociétés qui font partie du même secteur d'activité. Parce que selon votre activité, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques que si vous commandez des camions remplis de matières premières, que si vous commandez du packaging ou des choses qui sont peut-être éventuellement, qui vont avoir une gestion différente au niveau des commandes et des réceptions. Donc voilà, en tout cas, en termes de la définition, je pense que c'est vraiment important. Alors moi, je n'en donne pas une, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'est l'auto-posting ou la saisie automatique des factures. Chez mon client actuel, nous avions défini la saisie automatique des factures comme un indicateur de performance de l'ERP. Donc, on s'était arrêté sur la partie la facture rentre dans l'ERP et quel est le pourcentage des factures pour lesquelles le flux se termine sans intervention humaine. Il y a une autre partie du flux qui n'a pas été prise en compte, qui était la capture, donc on a tous les outils d'OCR que vous devez connaître. Donc, quand l'acquisition de la facture qui est lue par des systèmes, cette partie-là n'était pas prise en compte au niveau de notre indicateur, pour la raison que je viens de vous donner, c'est que l'indicateur faisait partie d'un pool d'indicateurs qui étaient utilisés pour on va dire, valider la performance de la solution S4HANA qui était mise en place. Pour autant, il y avait d'autres indicateurs qui étaient utilisés au niveau de la solution de scanning
pour valider sa performance individuelle. Donc voilà une des définitions. On s'était mis d'accord sur cette définition-là. Ça ne voulait pas dire pour autant que c'était la meilleure, mais c'était une définition par rapport à l'objectif qu'on voulait adresser, à savoir améliorer notre solution ERP pour améliorer cette performance et notamment simplifier la gestion au niveau du shared service. C'était un des enjeux. Je sais. Alors oui, alors le slide suivant, c'est les obstacles à lever. Alors, je n'ai pas vocation dans ce call de parler de technique, mais il y a forcément un gros sujet IT. Selon votre ERP, selon la solution que vous utilisez, il va falloir faire un audit, un diagnostic pour connaître les capacités de votre système pour effectuer ce qu'on appelle de l'auto-posting saisie automatique. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur SAP, c'est faisable. Peut-être que d'autres solutions ne le permettent pas. Donc, il y a vraiment un besoin de se rapprocher du service IT ou d'experts IT si jamais la compétence n'est pas en interne pour savoir si la solution ERP que vous avez ou solution comptable le permet. Et ça va faire peut-être l'objet d'un projet. Donc, il y a un business case à monter pour lancer cette initiative IT 100% solution. Donc, j'ai un premier levier, obstacle, pardon, technique. Il va falloir que je trouve les bonnes ressources en interne ou en externe pour faire ce diagnostic. Est-ce que ma solution peut réaliser ce type de tâches? Si oui, voilà. Si oui, quels sont les projets à mener? Est-ce que c'est du paramétrage simple à faire ou est-ce que c'est l'objet d'un projet? Ça, c'est la partie technique qu'il faut adresser en interne selon votre ERP. Ce qui est sûr, c'est que ça implique, vous allez avoir un obstacle autour de tout ce qui va être reconnaissance. J'en ai parlé tout à l'heure avec mon client actuel où on avait mis de côté pour le calcul de l'indicateur. On a besoin d'avoir un outil qui capture les informations sur les factures. Donc, on parle d'OCR bien souvent. Cet outil doit nous capturer des données, les bons montants, faire en sorte que le fournisseur soit identifié correctement, etc. Donc, cet outil, déjà, il doit exister. Et donc, il faut un système qui va permettre de lire les informations et il faut que ce système soit performant pour que les données qu'on reçoive puissent être utilisées lors de la saisie de la facture. Donc là, il y a tout un volet OCR, donc selon les outils que vous avez, qui peuvent être dans l'ERP, qui peuvent être à côté. Nous avons aussi forcément, qui dit saisie automatique des factures, ça implique l'utilisation de bons de commande. Donc selon vos organisations, l'utilisation d'un bon de commande peut être un obstacle ou pas. Selon la maturité de votre process achat, ça ne sera potentiellement pas un obstacle, mais pour d'autres, ça va être un obstacle important à lever. Donc, il faut avoir en tête que l'utilisation de bons de commande est un prérequis. Autre prérequis, ce fameux bon de commande qu'on va avoir au niveau de notre facture, il faut qu'il soit sur la facture. Donc, on va revenir au point 2, c'est que cette information doit être sur la facture, mais notre système doit être capable de lire cette information. Donc, on va avoir des obstacles aussi, peut-être des fournisseurs à rappeler à l'ordre pour que l'information soit présente. Et je vais revenir sur ces sujets-là par la suite. On va avoir aussi d'un point de vue comptable toute une problématique autour de la TVA. Donc là, je parle pour un environnement plus européen où on gère de la TVA, mais c'est valable aussi dans d'autres pays où on a d'autres types de taxes. Les factures de nos fournisseurs, si on doit les saisir automatiquement, on doit leur allouer alors selon l'ERP, pareil, on va leur allouer soit des codes TVA qui vont être logés soit au niveau de la master data, soit au niveau de la transaction. Donc, il va falloir travailler autour de ce sujet-là. La complexité va varier selon votre ERP, et ça, l'ERP ne va pas être très flexible là-dessus. Donc, il va falloir travailler, faire un petit diagnostic pour comprendre la logique de votre solution autour de ces taxes. Et bien sûr, ça va varier selon les pays. Nous, en France, on a de nombreux codes de TVA, taux de TVA, qui vont complexifier la saisie des factures en automatique, sachant que, par exemple, pour un même taux de TVA, on va devoir le reporter différemment si c'est lié aux immobilisations ou autres. Donc, on va avoir une complexité qui va varier.
Par contre, si vous êtes dans des pays, il y a de nombreux pays, heureusement, dans lesquels c'est plus simple, et pour lequel la TVA ne va pas être un vrai sujet. Donc voilà, donc selon votre périmètre, lorsque vous allez travailler sur ce sujet-là, vous allez avoir des obstacles qui vont être plus ou moins lourds, en tout cas au niveau de la TVA. Et forcément, là, je suis en train de dérouler tout doucement le flux P2P. On a la notion des réceptions de ces bons de commande que nous avons créés. Donc, les réceptions, ou good receipt en anglais, selon. Donc, je pense que ça vous parle. On va avoir une problématique derrière faut que parce que nous avons des contrôles factures liés sur les commandes, les réceptions et les factures, et il faut que ces réceptions aient lieu également. Donc, et lieu à temps. Donc après, on va pouvoir mettre en place tout un système de mécanique pour que la dimension IT technique la capacité qu'on va avoir pour faire de l'autoposting va pouvoir être peut-être éventuellement relancée. On va pouvoir peut-être faire des programmes qui vont être relancés a posteriori, mais on a de toute façon une problématique autour de la réception de bons de commande. Donc, vous voyez que quand on commence à parler de tous ces obstacles, on voit qu'on déborde forcément d'une problématique purement IT. Le projet que j'ai mené actuellement, que je termine, on était parti vraiment d'une approche chez le client très technique. Et en fait, on a compris, le client a compris qu'en fait, pour avoir des indicateurs qui augmentent et pour avoir un taux d'automatisation de saisie de factures intéressant, il fallait en fait vraiment embarquer plus de personnes parce que les obstacles étaient variés. Je pense qu'Aurélie, sur le slide suivant, j'ai donné un petit exemple j'espère que vous le voyez bien. C'est ce que j'avais documenté pour vraiment montrer aux clients en interne quels étaient les pain points, alors moi j'appelle ça des fuites, c'est les leaks en anglais, en fait sur le nombre de factures que j'ai. Donc moi on avait fait un échantillonnage assez conséquent, parce qu'on était parti du constat, ok, le projet S4HANA, vous avez proposé une solution d'automatisation des factures, elle n'arrive pas au taux que nous attendons. Donc, je ne vais pas vous donner de taux parce que c'est propre à chaque entreprise. Et en fait, on n'a pas dû démontrer, mais ce qu'on a voulu aussi, nous, par rapport à l'équipe projet, on a voulu s'assurer que notre solution fonctionnait. Et en fait, on a listé tous les freins, on a listé toutes ces leaks, donc ces fuites. Alors, on avait pris un échantillonnage conséquent sur une période, sur un ou plusieurs mois, je ne me souviens plus, et on avait fait un travail pour lister toutes les factures qui étaient exclues, qui s'excluaient toutes seules, de la base d'éligibilité. Donc, les factures sans bon de commande. Hop, tous les flux. Alors, chez ce client, nous avons tout ce qui va être autour du freight et du transport va être sans commande. Donc, on avait tout le transport qui sortait du périmètre. On avait toutes les commandes, toutes les factures sans commande d'achat sortaient du périmètre. Toutes les commandes qui sont créées a posteriori, donc les fameuses after the fact PO, celles-ci, forcément, on ne peut pas saisir automatiquement la facture parce que la facture arrive avant la commande. Toutes les factures sur lesquelles le bon de commande existe, mais a été créé, mais il n'est pas présent. Donc là, tout ça, encore un lot de factures qui s'en va. Ensuite, les numéros de bons de commande qui sont présents sur la facture mais non capturés. Donc là, on était quand même arrivé à un taux à un moment de 15%. Donc 15% des PO n'étaient pas capturés. Donc là, on a identifié un pain point. Les TVA qui étaient manquantes. Donc nous, dans notre solution, la TVA devait être portée par le bon de commande en lui-même. Donc là, on avait aussi une problématique parce que cette information était manquante. Puis, forcément, les réceptions non effectuées. Donc, on a fait ce constat pour, premièrement, dire, par rapport aux factures qui sont éligibles, est-ce que la solution, en fait, ce qu'on avait fait, c'était plus ou moins une solution standard de SAP S/4HANA. C'est sur cette base, on a sorti un KPI qui était forcément différent parce qu'on l'avait rapporté à la base des factures éligibles. Et ce qui nous a permis d'entamer des discussions beaucoup plus intéressantes pour éviter de rentrer dans un débat stérile solution IT versus besoin métier, où Aurélie, je pense que tu peux aller au slide suivant, on a pu discuter des solutions. Donc quand on a listé tous les pain points, quand on arrive sur certaines entités légales et qu'on leur dit chez vous, vous avez 15% alors les chiffres tout à fait au hasard, mais 15% de PO de commandes sont créés a posteriori, déjà au-delà de la problématique d'automatisation des factures, on a un souci de non-respect du process P2P.
Donc voilà, ce que nous avons fait, ce que je viens de dire grosso modo, hein, c'est que nous avons mis en place la solution de saisie automatique. On avait fait quelques ajustements, on avait fait quelques améliorations pour vraiment, faire une solution, intéressante. Pour autant, les résultats n'ont été significatifs qu'à partir du moment où le sujet a été pris en main. Alors chez eux, c'était le continuous improvement, donc l'amélioration continue, qui a mis sur la base des constats du slide précédent, sur cette base-là, ils ont mis en œuvre des actions pour traiter les pain points. Alors parfois en parallèle ou parfois en séquence. Ils ont découpé ça en sous-projets où il y avait des propriétaires, des owners, c'est vraiment ce qui est important pour que on puisse forcément faire progresser cet indicateur de saisie automatique des factures. Alors, comment ils ont fait ça? Grosso modo, donc ce service d'amélioration continue. Donc, si vous n'avez pas de cellule de ce type-là, ça peut être aussi porté par la finance ou des projets ou monter peut-être une task force ad hoc sur ce type de choses. Ce client fonctionne avec un centre de services partagé et il y a beaucoup de tâches qui étaient quand même drivées par le centre de services partagé en lien avec les achats. Les achats du groupe qui étaient forcément impliqués. Donc, ce que je vous ai mis en vert, c'est quelques actions qui ont été menées pour améliorer donc forcément cet indicateur, mais in fine, c'est améliorer l'ensemble du flux P2P. Donc, c'est vrai que selon vos organisations, vous allez vous dire, certains de ces freins, je ne les ai pas. Peut-être que pour vous, la situation sera beaucoup plus simple. Et on a eu besoin d'adresser le problème des factures qui arrivent sans commande d'achat en rappelant les règles qui n'étaient pas forcément toujours très claires peut-être. Donc rappeler les règles sur lesquelles les typologies d'achat pour lesquelles les commandes étaient, l'absence de commandes était autorisée. Donc là, il y a eu besoin de rappeler les règles et derrière, forcément, mettre en place des indicateurs pour suivre les taux de factures sans commande d'achat. Les commandes créées a posteriori, pareil, nous avons monté un indicateur pour suivre toutes ces commandes, parce que bien souvent, voilà, ce qu'on voulait éviter, c'était, on voulait vraiment mettre des faits, mettre des chiffres pour éviter qu'on parte de quelques exemples particuliers, parce que certains commençaient à donner des pistes, mais qui n'étaient pas documentées. Donc, pour éviter de perdre de l'énergie en travaillant sur les mauvais sujets, on a vraiment toujours eu des indicateurs pour mesurer le problème qu'on était censé adresser. Et parfois, vous connaissez le problème, c'est les personnes qui sont les plus vocales qui vont porter leurs problèmes en avant. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que ce ne soit pas forcément les personnes les plus vocales, mais les problèmes qui soient les plus importants. Du coup, les commandes passées a posteriori, donc rappel des règles aux approvisionneurs, mais pas uniquement, parce que bien souvent, les approvisionneurs font ce qu'on leur demande lorsqu'on leur demande. Communication aux fournisseurs aussi pour leur rappeler les règles, donc ce qu'on appelle le no PO, no pay, donc pas de commande d'achat, pas de paiement. Il a fallu aussi travailler d'un point de vue technique parce que certains fournisseurs ne recevaient pas les commandes. Donc, par exemple, l'envoi automatique des commandes lorsqu'elles étaient validées pour que le fournisseur ait bien le numéro pour le mettre sur sa facture. Bien souvent, le fournisseur est plutôt demandeur de ce type d'information, hein. Il a bien compris que déjà, c'était une règle standard et que ça facilitait le traitement de sa facture et le paiement. Et dans certaines entités, ce qui a été mis en place, donc quand on a gagné un peu en maturité, c'était un place de renvoi des factures aux fournisseurs lorsqu'il n'y avait pas de PO. Donc ça c'est possible, il va falloir voir par rapport à votre périmètre selon les entités, les pays que vous couvrez. Et bien sûr, faire cela avec les achats pour communiquer aux fournisseurs. Il y a la nécessité de beaucoup communiquer. On a aussi eu un chantier au niveau de l'amélioration continue sur l'outil d'OCR, de capture des factures qui, on s'est rendu compte, perdait en route 15% des bons de commande qui étaient sur les factures. Donc, c'était quand même significatif. Donc, ils ont mené des tâches pour identifier les problèmes et pour pallier, pour améliorer du coup ce taux de capture qui était alors pour le coup réalisé par un prestataire externe. Mais voilà, encore une fois, avec des indicateurs, on a pu aller voir le prestataire en disant qu'il n'était pas conforme au SLA, au SLA qui était établi. Et on a pu avoir, encore une fois, toujours augmenté le nombre de factures qui étaient éligibles à cette mécanique que nous avons dans notre ERP. Forcément, un gros sujet autour de la TVA, quand j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment propre à la logique SAP.
Selon vos ERP, c'est peut-être ça va fonctionner différemment, mais au niveau de SAP, là, le 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 taux ou le code de TVA, parce que c'est comme ça qu'on appelle, il est porté par la commande, même la ligne de commande. Donc il a fallu définir des règles, définir un petit programme qui fait une allocation automatique de ces codes en fonction, des matières, des material codes, du material group. Donc il y avait toute une logique à mettre en œuvre avec la finance pour bien comprendre, que chacun comprenne, quel était l'achat qui était concerné et selon le pays, quel était le code à utiliser. Donc, ça, c'est un chantier qui est un petit peu permanent, toujours améliorer, cette codification, et notamment, aussi avoir les achats dans le pipe, dans la boucle, pardon, parce que des fois, ils vont nous sortir ils vont créer des nouvelles typologies d'achats, donc il faut bien les avoir en tête pour pouvoir toujours mettre à jour ces tables ou ces programmes qui vont aider à déterminer les bons codes de TVA dans ces PO. Et le dernier point qui n'est pas forcément le plus simple à régler, c'est celui des réceptions, de marchandises ou de services non effectués. Donc celui-ci, c'était encore un rappel des bonnes pratiques aux approvisionneurs pour faire les réceptions à temps. Après, on a possibilité de mettre en œuvre, parce que bien souvent, actuellement, dans un monde digital, les factures arrivent très, très vite, beaucoup plus vite que les matières. Donc, il n'est pas rare d'avoir des factures qui arrivent alors que la réception ne peut pas être faite parce que le camion n'est pas encore sur site. Du coup, on a rappelé les bonnes pratiques, mais surtout veiller à mettre des logiques derrière pour éventuellement relancer le programme d'auto-posting des factures avec une fréquence différente. J'ai parlé des indicateurs. Alors juste Aurélie, peut-être revenir sur les indicateurs, si tu peux revenir sur le slide précédent. Voilà, les indicateurs ont été mis pour piloter un petit peu tous ces sujets. En face de chaque pain point, nous en avions un. Et ils étaient suivis et surtout, ce qui est important, c'est communiquer en interne. Donc, ils avaient des comités opérationnels où la finance parlait aux autres services et ces indicateurs étaient partagés pour que ce soit pas simplement un indicateur suivi par quelques-uns et sans effet derrière. C'est bon, Aurélie, je te remercie. En conclusion, sur ce sujet, c'est des résultats, en fait, il ne faut pas oublier qu'en travaillant sur l'auto-posting et si vraiment si on adresse tous ces points, ces pain points, en fait, on va avoir un résultat positif pour l'ensemble de la chaîne P2P. Alors si là, vous avez compris que l'organisation n'était peut-être pas très mature au niveau achat lorsqu'on a lancé ce projet, donc du coup, grâce à cette initiative qui était portée par le service d'amélioration continue, bah, on a pu avec la même solution technique, en menant toutes ces actions de correction, d'amélioration, pour certaines entités, on a été jusque x4 par rapport au taux de factures qui étaient saisies automatiquement, sans toucher, parce qu'au début, le problème, c'est qu'on risque de vous demander d'améliorer votre programme d'auto-posting, de matching, sans toucher à la solution technique. On a réussi à faire x4. Alors, peut-être que nous partions de loin, hein, mais on a fait x4 simplement en adressant tous ces points fonctionnels avec les achats, avec le centre de certificat partagé, les finances, etc. Donc, les effets positifs, forcément, c'est qu'on va aller vers une augmentation du taux de bons de commande. Donc, il y a forcément un impact positif pour les acheteurs qui vont une couverture de leurs achats qui va être bien supérieure. Une réduction du nombre d'interactions entre les comptables et les approvisionneurs. Parce que lorsqu'on est dans un monde avec peu de commandes d'achat, ou si les commandes d'achat ne sont pas sur les PO, on a un jeu de ping-pong, un jeu de workflow. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais beaucoup d'interactions qui sont chronophages et qui ne sont pas forcément bien vécues. Et du coup, les informations sont sur les factures. Les factures sont pour une grande partie saisies automatiquement. Et du coup, on se concentre, d'un point de vue comptable, on va se concentrer sur d'autres sujets. Forcément, on va réduire le temps de traitement des factures. Donc, celles qui sont traitées automatiquement, entre leur entrée et la saisie, il va se passer quelques secondes dans le système. Donc, ça, forcément, ça a un impact évident. Mais au-delà de ça, c'est étant donné qu'on améliore toute la chaîne, la qualité de la donnée est vraiment améliorée. Du coup, lorsque le comptable se retrouve face à sa facture, il va pouvoir la saisir plus vite. Il aura forcément moins d'actions à mener, donc moins de workflow à lancer, moins d'interactions. Et du coup,
où lorsque vous avez une commande sur une facture, vous prenez beaucoup moins de temps à la saisir que s'il n'y a pas de commande, où vous devez demander à quelqu'un un compte comptable, un cost center, ou tous ces objets analytiques que vous pouvez deviner. Ce qu'on a aussi en termes de qualité aussi de la donnée, le fait d'avoir mis en place une petite logique pour déterminer les codes de TVA automatiquement avec une revue par le service finance ou taxes, selon. Et ben déjà, ça va sécuriser la donnée qu'on va avoir dans nos commandes, dans nos factures, parce qu'on va avoir les bons taux de TVA, les bons codes de TVA. Et bah, les comptables vont forcément gagner du temps parce que c'est une information qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher eux-mêmes. Et bien souvent, en fait, les comptables vont toujours utiliser les mêmes informations. Donc, il est important si l'information est différente d'un cas à un autre, notamment, je pense, à la France, on va sécuriser la qualité de l'information saisie. Je crois, Aurélie, que j'ai été au bout de ce que je voulais partager sur cette expérience. Je ne sais pas si ça déclenche des questions. Alors, j'ai voulu mettre de côté la partie technique, mais c'est vrai qu'elle est quand même importante, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas, pareil, quelles sont les solutions ERP que vous utilisez, mais quelle que soit la solution technique, on a des points métiers à adresser. Voilà. C'était un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Mon retour d'expérience, c'est que chez mon client, il n'était pas évident, dans un premier temps, que c'était un sujet qui débordait l'IT ou le projet, parce que là, ça a été fait dans le cadre d'un projet de rollout ERP. Donc, c'était vraiment voilà, un des messages que je voulais vous transmettre. Et Olivier, Pascal, en fait, super présentation, hein, beaucoup de points qui résonnent évidemment. Quand tu dis que vous avez fait du x4, ça veut dire quel pourcentage d'autoposting a été atteint et sur quel pays? Alors, on arrive à une quarantaine de pourcents de factures automatiquement saisies sur les États-Unis, sur une entité qui est aux États-Unis, où la gestion de la taxe est quand même très simple, parce que c'était une des problématiques, c'était chez nous liées à la taxe. Mais on a beaucoup d'entités, même en France, où on est autour de 30% de factures saisies automatiquement. Et on plafonnait autour de 10 pour les meilleurs élèves avant de lancer, avant d'être accompagné, parce que vraiment, on a vraiment besoin d'être accompagné par le service d'amélioration continue. Donc, on avait à ISO Solutions Techniques, on a réussi à faire passer les meilleurs élèves, on les a fait passer de 10 à 40%. Après, il y a d'autres chantiers et voilà, nous, on a une grosse problématique, c'est que toute la partie transport ne peut pas être traitée en automatique parce qu'on a des grosses questions techniques derrière. C'est un autre système qui gère les factures. Donc, c'est aussi pour ça, lorsqu'on fait des benchmarks ou lorsqu'on vous compare à d'autres, nous, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait, je crois, une trentaine d'entités légales dans le périmètre. Donc, on a pu très vite identifier certains étaient vraiment en avance par rapport aux autres. Donc, par exemple, je sais qu'on avait une problématique de taxes en Italie. Une Italie très compliquée de ce point de vue-là. Donc, l'Italie a toujours été derrière de ce point de vue-là, mais il y avait des entités qui étaient dans les mêmes pays, mêmes contraintes. Certains étaient vraiment derrière. Donc, c'était intéressant de. Donc, on se dit que dans cette organisation-là, on peut atteindre entre 35 et 40%. Ça peut être l'objectif réalisable. Voilà. Et l'autre point, c'est est-ce que vous avez été confronté à un problème de factures autopostées mais qui sont fausses? Parce que ça peut être le cas, en fait, qu'effectivement, tu as mis des règles d'automatisation, mais certaines factures, bah, elles passent dans l'automatisation, mais en fait, par exemple, je sais pas, il y a eu une exception sur un cas de TVA ou sur quelque chose, et en fait, tu as posté, le posting est incorrect. Et du coup, il y a un autoposting, mais derrière, il y a une correction manuelle qui est nécessaire sur un certain pourcentage des factures autopostées pour les remettre dans les clous. Je sais pas si vous Oui, avez vu ce cas de figure. on a eu ce cas de figure et forcément, alors je ne sais pas trop le profil de tous les participants, forcément, ça a été remonté par le shared service qui quelque part, a vu cette initiative comme une menace. Hein. Donc, clairement, il y a un enjeu de suppression de FTE derrière. Oui, on a eu des erreurs, notamment. Alors, pour nous, c'était deux types d'erreurs. C'est le fournisseur qui indiquait un mauvais numéro de commande, une commande existante, mais était ancienne. Et potentiellement, elle pouvait passer parce qu'on avait encore du budget, etc. Donc, on comptabilisait sur la mauvaise commande. Donc ça, c'est moins gênant parce qu'on est quand même
mais pour autant, ce n'était pas le bon budget, pas la bonne année potentiellement, etc. Et l'autre problématique qu'on a eue, c'était sur des codes de TVA. Donc là, je parle vraiment en logique SAP, où SAP fonctionne avec des codes de TVA. Donc moi, mon outil de scan va me lire 20%, mais en France, 20%, ça peut être je vois Anne qui est experte en la matière, mais 20%, ça peut être de la TVA différée, ça peut être de la TVA sur IMO, ça peut être. Donc, du coup, SAP a besoin que je le mette avec différents codes. Et donc, ça, on avait mis en place des logiques. Si c'est une facture qui concerne une PO, une commande avec des immobilisations, alors on l'isole pour s'assurer qu'on utilise bien le bon code TVA. Pour autant, sur ce sujet-là, oui, on a eu des erreurs, très peu. Mais pour autant, quand il y a une erreur, forcément, les gens qui sont déjà qui doivent corriger ne sont pas contents. Et ça a été mis en avant. Donc, alors, je n'ai pas le KPI, mais forcément, on a demandé, le taux d'erreur était très, très faible. Et du coup, on a mis en miroir du gain quand vous avez 40% de factures qui sont autopostées et moins de 1%, quoi. Vraiment, c'était très faible, mais oui, on a eu quelques erreurs. Et il faut faire attention, d'ailleurs, l'audit interne a dû être embarqué. On n'a pas été trop loin non plus en termes de. Alors, certains appellent ça des algorithmes, on n'a pas été très très loin, on a été assez prudent. On s'est contenté aux tolérances acceptées par SAP qu'on avait définies dans le groupe, au niveau du groupe. On a mis à bord aussi l'audit interne parce que de toute façon il le fallait, mais pour expliquer la logique et expliquer comment on faisait. Oui, quelques erreurs, oui, mais elles ont été. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes vont être plus vocales, et forcément, le shared service, quelque part, a vécu cette. Quand il y a 30% des factures qui disparaissent, et c'est des factures simples, hein, si on se met à la place des comptables, c'est des factures faciles à traiter. Donc, il faut aussi être juste de l'autre côté. Alors là, c'est plus une problématique interne au niveau shared service, au niveau service comptable. On ne va pas demander la même productivité aux personnes lorsqu'on leur fait disparaître une trentaine ou une quarantaine de pourcents de factures qui sont faciles. C'est une ligne, c'est le montant, la réception est faite. Donc, c'est les factures qu'ils aiment bien traiter. Et donc, ces factures-là, elles disparaissent. Donc, ils vont se concentrer sur des factures plus complexes, avec peut-être, chez nous, la complexité, c'était lié à des matières premières, à du freight. Donc, forcément, on ne va pas demander à un comptable de traiter le même nombre de factures par jour, alors que voilà. Il faut aussi avoir ces discours de justice et de justesse par rapport à ce qu'on demande aux personnes qui restent. Mais oui, quelques erreurs. Et parce que voilà, c'est un sujet peut-être qui vous intéresse, mais on a eu aussi un challenge au niveau de l'outil de capture des factures, d'OCR. Cet outil-là, en fait, on a détecté qu'il ne capturait pas environ 15% des PO qui étaient sur les commandes, sur les factures, ce qui était quand même assez important, alors qu'il y avait un SLA qui était en place, etc. Ce que le client a choisi, c'est d'arrêter dans le système d'OCR toutes les factures sans PO. Donc, eux, ils ont décidé de mettre un contrôle humain pour récupérer. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, l'indicateur, il n'est pas end-to-end. Donc, moi, je n'ai pas le taux de factures qui sont arrêtées. Ils ont choisi d'arrêter parce qu'eux appellent l'algorithme d'auto-posting était activé uniquement à l'entrée de l'ERP et il fallait qu'il y ait une PO. Donc, ils ont choisi de maximiser le nombre de factures qui rentrent éligibles en mettant une personne qui fait quelques tâches manuelles plutôt que ces tâches soient fatalement réalisées plus tard dans le flux. Ça, c'était un choix. Merci. La présentation de Christian Ladjouani à l'appareil. Ça concerne, oui, tu parlais d'OCR, donc ça concerne uniquement des factures reçues passées à travers un outil d'OCR ou tout ce qui est maintenant facture digitale qui passe sous des formats XML et autres, ça les concerne aussi, puisque ça vient avant. Oui, Tout alors ça, ce que tu viens de nous décrire, c'est après, une fois qu'elles sont reçues dans le RP, quoi. Exactement. C'est un super point. Effectivement, on va avoir une vraie amélioration. Alors, chez ce client-là, on ne reçoit pas les factures en flux XML. On pourrait, mais par exemple, on a quelques entités en Italie, mais en Italie, ils ont choisi de ne pas récupérer le XML du gouvernement, mais de générer un PDF à partir de ce XML. Mais c'est clair que si on arrive à, et ce n'est pas très compliqué, à mapper les champs, et du coup, si le champ PO est bien mappé, on améliore énormément
la qualité de la donnée. Et c'est quelque chose qui va aussi aller dans le sens de l'amélioration lorsqu'on va avoir la fameuse facturation électronique qui va arriver, notamment en France, parce qu'on est principalement entre Français ici. Du coup, effectivement, il va y avoir un vrai enjeu quand on va récupérer des XML qui seront mappés correctement. Après, il y aura une problématique de définir certains champs obligatoires ou pas, mais c'est vrai que dès lors qu'en format XML, on récupère un numéro de PO, on récupère plein d'informations, cet obstacle qu'on a identifié chez ce client-là, il est maintenant, parce qu'eux n'ont pas de flux XML. Si demain, on est 100% XML, ça va améliorer forcément, et ça va potentiellement enlever cet obstacle. Et peut-être dans vos structures, vous n'avez pas ce problème-là parce que vous avez déjà réussi à avoir des flux, peut-être moins sur la base de PDF. Eux, ils ont beaucoup de PDF. Ce qu'ils appellent des PDF structurés, mais malgré tout, c'est un PDF. Il faut que la machine arrive à le lire. Mais ouais, merci pour la question, Christian, parce que c'est vrai qu'on va avoir un changement. Dans certains pays, c'est déjà le cas. Ouais. Et j'avais une deuxième question. Tu parlais qu'il fallait embarquer évidemment l'IT pour tout ce qui est support technique, etc. Ils interviennent à quel moment exactement pour faire les interfaces entre l'OCR et l'ERP, entre les. Enfin, ma question, c'est à quel moment est-ce qu'on a besoin d'eux et est-ce que quand ils sont pas dispo ou que c'est pas la priorité ou aussi parfois c'est dans des plus petites entreprises, est-ce que il y a des choses qui peuvent être remplacées par des outils de no-code type Power Automate ou autres pour un peu faire ça un peu entre guillemets à la main et, parce qu'on n'a pas forcément l'IT et la technique à disposition, quoi. Alors, quand je parle d'IT, on a vraiment besoin d'eux pour. Alors, nous, SAP a cette capacité de faire de la saisie automatique de factures. C'était un peu de paramétrage à faire pour activer. C'était une activation à faire. Moi, je voulais avoir un webinaire un peu généraliste. Du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être des ERP qui. On a peut-être besoin d'avoir un expert IT pour nous dire l'ERP que j'utilise ne peut pas faire ça, ne peut peut-être pas faire et auquel cas, s'il ne peut pas le faire, combien ça va nous coûter en développement, s'il ne peut pas le faire nativement, c'est ça que je veux dire. Et combien ça va coûter. Dans ce point de vue-là, on a besoin d'eux, parce qu'effectivement, c'est au niveau de l'ERP que la saisie, c'est au niveau de la comptabilisation automatique. C'est comment je fais pour. Alors peut-être avec la RPA, etc., on peut peut-être imaginer des bots qui vont remplacer pour cliquer sur le bouton comptabiliser à la place de la personne, etc. Moi, quand je parle d'IT, c'était vraiment au côté ERP où on a eu besoin qui nous confirme les modalités pour activer. Est-ce que c'est juste un paramétrage simple, une fonctionnalité, j'active, je désactive, ou est-ce qu'il y avait plus de travail de leur côté? C'est ce point de vue-là. Et vu que moi, je connais SAP très bien, mais je ne sais pas si sur d'autres outils plus ou moins répandus, cette capacité est présente ou pas. Et si elle n'est pas présente, combien ça coûte? Et ça, on le met en miroir par rapport aux gains attendus, etc. Mais, Ok. et ton autre, oui, voilà, je crois que j'ai répondu à tes deux questions. Oui, ça répond un peu aux deux. Ouais. Ok, merci. Après, il faut les embarquer parce que c'est clair que eux ne vont pas voir les gains, mais il y a un ROI assez intéressant sur le projet. Donc, bien souvent, ça vient de la finance ou de l'organisation. Ouais. Donc, et c'est du récurrent. Donc là, c'est tous les jours. Là, on a 40% des factures qui sont saisies toutes seules. Donc, c'est quand même non négligeable. Même si les comptables sont dans des pays déjà où la main-d'œuvre est à bas coût, mais malgré tout, il y a quand même cette automatisation qui est. C'est un coût one-off, quoi. Il n'y a pas de maintenance à faire derrière. 40%, j'étais surpris. En fait, je m'attendais à plus. Mais du coup, c'est quoi le reste et pourquoi c'est pas 80% ou... En fait, c'est pas 80% parce que dans notre contrainte, tout le transport ne peut pas être concerné. C'est un client sur lequel on a beaucoup de transport, on a beaucoup de factures de transport. On a beaucoup de matières premières, on a beaucoup de fournisseurs qui vont facturer avec, sur leur facture, ils vont mettre plein de bons de commande différents. On va avoir des factures avec 20 lignes, on va avoir tout ça. Voilà, c'est la problématique. Après, si on peut avoir aussi un chantier auprès des fournisseurs pour leur demander de facturer une commande par une commande. Mais d'un autre côté, après, tu vas multiplier le nombre de factures que tu reçois. Donc, ça a un coût également. Donc, c'est des trade-offs à faire, des arbitrages à faire, savoir. Et c'est pour ça, lorsque 80%, c'est un chiffre qu'on peut entendre, effectivement. Mais après, il faut voir
c'était mon point premier, c'est 80%. Est-ce que c'est vraiment 80%? C'est end-to-end, c'est quelle partie, etc. J'avais eu une discussion une fois avec une personne où il m'a donné un chiffre important comme ça, et quand j'ai creusé, au final, il y avait quand même des tâches manuelles, et c'était 80% de rapprochement. C'est la facture était rapprochée à une PO, mais il y avait quand même quelqu'un qui cliquait derrière. Ce Ouais. qui est, voilà. Donc, pour ça, et je dis pas que c'est infaisable, hein, mais pour ça, de faire attention, prendre des pincettes, et puis, mais clairement, chez ce client-là, on a tout le transport qui. C'est pour ça que si vous avez des outils annexes qui gèrent le transport, ça peut permettre de peut-être améliorer, parce que le transport, c'est un gros sujet, il faut payer rapidement, etc. Donc, Mm. et puis voilà, selon les organisations, c'est plus ou moins, le spend est plus ou moins important. Ok. Mais pareil, ce client avait, au niveau de top management, ils avaient en tête des indicateurs, des taux beaucoup plus importants. Donc on a dû expliquer pourquoi c'était pas, en tout cas dans un premier temps, faisable. Après, Olivier, tu as un périmètre éligible, hein, comme tu as dit. Je pense qu'il faut se mesurer par rapport au périmètre éligible, parce que si tu sais que mécaniquement, une partie de tes factures ne peuvent pas être autopostées, je pense que ton pourcentage, il doit être calculé sur la part qui est in scope, Exactement. Et c'est comme qui ça est qu'on a. atteignable, parce que sinon, Ouais, c'est faussé. Il y a forcément une part qui va rester non atteignable pour des raisons diverses et variées. mm, tout à Il fait. faut définir la partie que tu considères comme qui fait partie de tes objectifs et la partie où tu sais que ce ne sera pas possible. Et c'est l'exercice qu'on a dû faire un petit peu pour défendre quoi, pas défendre, c'est pas le bon mot, mais pour présenter notre solution comme étant, parce qu'au début, on nous avait demandé de faire énormément de développement pour améliorer, les algorithmes avec, vu que c'est des personnes qui sont pas techniques, on entend beaucoup d'IA, on entend beaucoup de mots-clés, donc on nous a demandé de mettre en place plein de choses pour essayer d'améliorer ces taux, alors qu'on leur a dit: «Attendez, les principaux freins sont métiers, c'est organisationnel». Faut, après quand on a voilà, on a moins mis l'accent sur la technique parce qu'on avait quand même beaucoup de freins métiers à lever, et du coup, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont sous contrôle, et c'est vraiment agréable. Il y a un bénéfice que tu n'as pas mentionné, c'est le paiement des fournisseurs. Oui, Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet de vendre en interne parce que toutes les équipes procurement et supply, je pense qu'en général, si la relation fournisseur s'améliore parce que les factures sont payées à temps, ça leur change la vie aussi. ils peuvent faire leur vrai métier, c'est vrai, dans ce cas-là. Oui, tu as raison, je ne l'avais pas mis, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres sujets? Après, on peut peut-être voir, après Christian, s'il y a des points qui précis, on peut se parler, séparément si tu veux, si tu as des sujets, Non, non, mais hyper intéressant déjà sur la slide où il y avait juste le nombre total de factures et juste les factures qui ne peuvent pas être prises en compte et juste comment on fait pour corriger ça. Et comme tu disais, il n'y a rien besoin de changer à la solution technique en place. C'est juste des habitudes à mettre en place. mmh. Et, et déjà, rien que ça, là, il n'y a pas besoin de l'IT, hein, c'est juste parler aux acheteurs, parler. Ouais, donc. Et cet exercice, on l'a fait aussi pour nous côté projet, ERP, parce qu'on n'était pas sûr que notre solution était, au top, hein, et quand on a constaté qu'au final, comme tu disais Pascal, quelles sont les factures éligibles, et on en traite quand même bien pas mal, donc ça c'était intéressant. Ah, et après on a pu, et je pense qu'on va ouvrir d'autres chantiers pour faire d'autres choses, mais tu vois tu parlais du XML tout à l'heure, c'est vrai que plus on aura de qualité qui va rentrer, après on va pouvoir travailler sur le moteur, mais pour l'instant le moteur on l'a pas trop touché parce que, Hmm. comme tu dis Pascal, plus on va toucher, plus on va tomber sur des cas de mauvaise comptabilisation, des erreurs, et on a vraiment été très prudent, on n'a pas voulu, voilà, j'ai Et 1 000 €, Olivier, oui, vas-y en amont, vous Pascal. aviez un portail d'intégration des factures ou pas? Oui, oui. Bon, je peux le nommer, c'est Basware qui recevait les factures, qui reçoit les factures. Et qui, fait la Ça fait, capture, et ça fait une ouais, énorme différence. Ça fait oui, aussi, hein. C'est un ouais. prérequis, en fait. C'est un prérequis. Et là, on est en train de tester sur certaines C'est entités, en Asie, où on utilise le module de SAP de capture des factures. Voilà, parce que certains pays, après, les technologies ne sont pas adaptées pour tout dépend de l'empreinte, et en Asie, du coup, on est parti sur une autre solution, et on verra la différence. Parce que c'est capture tout des nouveau. factures, c'est un outil qui reçoit les emails en gros et qui extrait la pièce jointe et qui fait l'OCR. C'est tout ça l'outil C'est ça, quand tu c'est dis ça, outil de ouais, capture. Ouais, ok.
Ouais, ça va peut-être En fait, il y a aussi, Christian, nous, on a aussi un portail qui fait de l'injection end-to-end. C'est-à-dire, en fait, ça revient en fait à bâtir un EDI entre le fournisseur et toi. Ouais. Bon, il faut que le fournisseur soit d'accord parce que ça peut entraîner des coûts chez lui aussi. Mais en gros, il connecte son ERP à ton ERP par un portail et du coup, l'envoi des factures est complètement automatisé. D'accord, ok. Et ça, le gain de ça, de cette solution en termes de traitement des factures par rapport à la facture par email, c'est 3 à 4 fois plus rapide en moyenne. Ok. Donc, Il y a aussi tout l'archivage, en fait, tout l'archivage de la ouais. data, qui est énorme. On gagne. Et l'injection par le portail, ça fait une différence colossale. Et après, tu peux avoir ta solution d'auto-posting derrière. Mais ton point d'entrée, c'est un portail où le fournisseur, il peut ou bien tourner la commande manuellement en facture sur le portail, Ouais. ou bien envoyer directement son message facture configuré. Et du coup, tu n'as rien à faire. En fait, il est directement validé, intégré, et tu n'as plus qu'à passer à la comptabilisation. Ok. Ouais. Ça dépend vraiment de la maturité des entreprises, des solutions. Mais tu disais, Olivier, qu'il y a ça dans SAP. Il y a un module comme ça dans SAP? Alors nous, on utilise, pour être précis, Vim, Vendor Invoice Management d'OpenText, qui est intégré à SAP, et ils ont un module de capture. On l'utilise pour quelques pays parce qu'ils ne sont pas couverts par le reste. Pour l'instant, Asie du Sud, où du coup, le seul moyen d'intégrer les factures, c'est via cet outil-là. On n'a pas encore. Après, on est sur des langues aussi qui ne sont pas forcément évidentes. On a notamment du thaï, thaïlandais. Donc, du coup, voilà. Donc, ça va aussi dépendre de ces critères-là. Donc, on pourrait avoir une discussion de use case sur ça. Oui, je pourrais t'en parler, ouais. Et puis je pense que toi, tu es plutôt sur des pays francophones ou anglophones, je pense que ça sera un meilleur, ça marchera mieux. Ouais, on est aussi sur APAC, on est partout, donc donc juste pour comprendre comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est une alternative qu'on peut considérer effectivement Exactement. C'est comme ça que nous on l'a fait. Donc si vous avez un use case qui est en place, sur ça peut m'intéresser. On peut en reparler. Puis j'ai même 2-3 experts autour de moi sur le sujet. Pour le coup, là, ça devient très technique, mais oui. On arrive bientôt au terme. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'était très clair et très complet, en tout cas. Merci. C'est un sujet assez pointu, mais... Ouais, merci beaucoup. Non, merci Olivier. Ce que j'en retire principalement, c'est voilà cette slide où en fait il suffit de faire un extract de toutes les factures et puis après il suffit de regarder lesquelles il n'y a pas de PO, lesquelles la PO a été créée après la facture, boum boum, et ça va hyper vite à partir de là. Voilà, tu investis, il faut prendre un peu de temps quand même pour faire ça. Ouais, bien sûr. Mais ça te permet de savoir de quoi tu parles. Ouais, exactement. Oui, merci pour ces éléments. C'est vrai que ça recoupe des choses qu'on voit, qu'on sent, sur lesquelles on cherche aussi des solutions. Et peut-être pour vous partager un retour d'expérience, par exemple, sur les futures factures électroniques. Nous, ça fait 2 mois qu'on est passé de l'OCR à récupérer directement l'IXML en Italie. Et là, on s'aperçoit que les Italiens ne sont pas très rigoureux sur utiliser le champ des PO et qu'on trouve les PO dans les champs texte. Et voilà, il faut mettre en place des systèmes supplémentaires pour aller voir si le PO n'est pas ailleurs que là où il devrait être. Donc, il y a des temps de stabilisation quand il y a des changements, mais c'est vrai qu'à terme, on devrait avoir quelque chose de plus fiable et plus stable. Mais merci pour le retour. Oui. J'ai cru voir ça sur... C'est pour ça que nous, ils ont choisi de convertir en PDF ces factures, parce que c'est vrai que... Merci Olivier. De rien, c'était un plaisir. Oui, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Plus de questions. C'est bon, merci beaucoup. Très bien. En tout cas, tout le replay sera disponible, comme j'ai dit, d'ici quelques jours sur notre blog. Merci Aurélie pour l'organisation. Ouais. Et puis bonne fin de journée à chacun. Merci. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir.